Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 29. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Fowell. Messieurs, comment ça va? Très bien, merci. Ça va très bien aussi. Les semaines sont intéressantes, pour ne pas dire compliquées, à suivre dans l'émission aujourd'hui. On a un paquet de sujets qui sont plus différents les uns que les autres. On a Neymar, plus intéressant, mais aussi différent. Neymar, la saga qui se poursuit au PSG, la Supercoupe d'Europe qui a été jouée, championnat qui a commencé en Angleterre et en France. Et ça, c'est sans compter tout ce qui se passe à l'Impact de Montréal avec pas trop d'arrivées cette semaine, mais des départs, 2 départs importants et une qualification de l'Impact pour la grande finale de championnat canadien. Si vous le voulez, on va commencer avec notre segment en temps additionnel et cette saga de Neymar. Première question, Jean, que j'ai envie de te poser, là, qui est bien simple pour orienter le reste de la discussion. Est-ce que Neymar peut, à nouveau, enfiler un maillot du PSG? Je crois pas. Je crois qu'on est arrivé à un moment où, que ce soit dans la préparation, que ce soit dans la dynamique du groupe, tout est en train de se passer comme si Neymar était déjà plus là, ou en tout cas n'est plus un morceau important dans la dynamique du groupe et dans ce qu'on voit sur le terrain. En fait, il est un morceau très important dans la dynamique du groupe, mais pas dans le sens où on aimerait. Non. Quand tu vois des scènes comme on a vu au stade la fin de semaine dernière, Sydney, avec des banderoles qui disent « Neymar, casse-toi », les chants, je vous les répéterai pas, mais vous les avez probablement vus passer sur les réseaux sociaux. C'est un point de fracture, c'est un point de non-retour? Non, c'est pas un point de non-retour, c'est un message très clair. Wow. Après Piatti, il ramène Neymar. Vas-y, mon Cid, explique-nous ça. Non, c'est pas un point de non-retour, mais c'est vrai que le public du parc est chaud. Et puis, je pense que Neymar, s'il était dans les années 90, aurait encore pris plus cher de la part du public. On est poli en 2019, ouais, c'est ça que tu es en train de dire. Oui, c'est vrai qu'on est poli. Ça peut choquer, parce que c'est quand même la même ville qui a éliminé les couleurs de la Tour Eiffel et qui avait accueilli Neymar en grande pompe, donc ça peut choquer 2 ans plus tard de voir ces situations-là, mais dans le foot, véritablement tout peut arriver. C'est sûr que ce sera un exercice très périlleux de communication, mais si ça ne se fait pas, vu que les positions encore aujourd'hui sont très éloignées entre le PSG, Barcelone et Real Madrid, qui est entré dans la danse, il est possible qu'avec des messages d'excuses et des vidéos et puis des performances sur le terrain, qu'on puisse voir encore une fois Neymar briller sur les couleurs du PSG. Une vidéo de Neymar qui se roule à terre encore, mais là, en guise d'excuse aux fans du PSG, ce serait ça? Ce serait peut-être ça. J'ai l'impression qu'on n'aura pas à chercher bien loin pour trouver une tu vidéo de Neymar beaucoup, qui se roule à terre. Les messages d'excuses, des performances Ce sera régulières. On est allé après le mois de mars. Oui, merci. Je pense que effectivement, là, c'est le mois de mars. Je veux dire, il y a pas de, c'est pas des buts contre des adversaires plus prenables en Ligue 1 qui feront des différences, mais c'est une attitude irréprochable. Et effectivement, si Neymar est celui qui permet au PSG de passer le cap des quarts de finale en Ligue des Champions, je peux vous assurer que le public sera de son bord. Les mauvaises langues diront que des messages d'excuses à l'infirmerie, quand tu as tout ce temps-là, tu as le luxe d'en envoyer un et un autre. On espère que s'il y en a des messages comme ceux-là de la part de Neymar, que ce ne sera pas de l'infirmerie, parce que là, ça va faire les blessures pour Neymar, que ce soit en club ou en sélection. Sidney vient d'en glisser un mot, Jean, sur cette position encore éloignée entre le PSG et les clubs qui seraient intéressés. Bon, on semble avoir davantage de concret sur ce qui serait offert de la part du Barça. On parle de 100 millions d'euros à peu près et de joueurs. Philippe Coutinho est le premier qui est mis de l'avant. Du côté du Real, là, sauf erreur, c'est un peu plus flou ce qui serait offert en retour. Es-tu surpris, sachant que la fenêtre des transferts se termine le 2 septembre en France et en Espagne? Es-tu surpris de voir le PSG dire non, vous savez quoi, Philippe Coutinho est 100 millions d'euros, sachant que Neymar a été blessé, sachant qu'il n'y a peut-être pas un point de rupture selon Sidney, mais on n'en est vraiment pas loin. On est à un tweet épais, excuse-moi l'expression, de Neymar, que là, tout prenne en feu. Es-tu surpris de voir qu'on négocie aussi fort que ça du côté du PSG? Parce que si le Barça et le Neymar, qui, là, c'est ma position, mais n'ont pas à ce point-là besoin d'un gars comme Neymar, c'est sûr que ça ferait du bruit, mais est-ce que tu en as vraiment besoin ou est-ce que tu peux dire, tu sais quoi, le PSG? Reste avec jusqu'au mois de janvier. On va voir ce que tu vas être prêt à prendre rendu là. Qui est dans la position forte? C'est Barcelone. Ouais.
Ben, c'est pas le PSG, en tout cas. C'est certainement pas le PSG. Donc, effectivement... Mais justement, t'es pas dans la position la plus solide, t'es pas en position de force, mais tu dis non à 100 millions puis à Coutinho. Ben parce que je pense que d'une certaine... Dans la logique, à mon avis, qu'il doit y avoir derrière, c'est que du côté de Leonardo et du PSG, on est en train de dire, OK, on essaye de jouer sur Real plus... Alors, on a parlé de Modric. OK. Real avec éventuellement Modric. Bon, clairement, Coutinho, Modric, PSG est en train de chercher un profil assez particulier de meneur de jeu, de milieu offensif, voire capable d'avancer un petit peu. Donc, l'idée, c'est de jouer un petit peu sur les deux, d'essayer de voir qui va avancer le plus proche de la position parisienne. À mon avis, le PSG n'a pas non plus une barre en disant c'est ça ou rien. Je pense qu'ils essayent de jouer en se disant il y a 3 semaines. Là, avec le début du championnat en Espagne, il va falloir que les choses avancent un petit peu plus rapidement. Je pense que la position du PSG, voilà, en fait, ce que je dis, c'est que la position du PSG va sans doute bouger dans les 10 jours qui viennent. Je ne pense pas qu'ils vont être aussi intransigeants que ça. Mais c'est vrai qu'ils jouent un jeu dangereux parce que ni le Real ni Barcelone ne sont à genoux non plus disant oh mon Dieu, donnez-nous Neymar tout de suite, on fait tout pour l'avoir. Donc effectivement, si les deux disent et ça, c'est en termes d'effectifs, mais par rapport à Neymar aussi, là, c'est quand même un gars qui physiquement a été hypothéqué depuis quelques saisons. C'est un gars qui a joué en Ligue 1. Bon, ça va, mais il n'a pas tout brûlé en Ligue des Champions. Il n'a pas tout brûlé en Premier League, en Liga, en Bundesliga. Donc, c'est là où moi, je suis un peu surpris parce qu'il y a le nom, mais dans les faits, tu vas rechercher quoi, Sidney, si t'es le Barça? Est-ce que tu vas rechercher le même joueur? Moi, j'ai l'impression que tu vas rechercher une coche en dessous. C'est effectivement sûrement la réflexion du Barça par rapport aux joueurs qu'ils ont laissés il y a 2 ans, mais un joueur qui les a aussi conduits en 2015 à un titre en Ligue des Champions, parce que en marquant à tous les stages de la compétition après les 8e de finale. Donc c'est un joueur qui a effectivement régressé. Je pense que d'un point de vue factuel, il passe à côté de sa Coupe du Monde. Il est blessé les deux fois au niveau des 8e de finale, donc participe pas au début de campagne européenne du Paris Saint-Germain. Pour la Copa América. Pas là pour la Copa América. Donc, factuellement, c'est un joueur qui, effectivement, a régressé. Par contre, il est toujours l'un des meilleurs amis de Lionel Messi. Il est toujours associé à des très belles performances au Barça et un pouvoir commercial extraordinaire. Pour un club comme Barça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut vraiment passer aussi. Là, es-tu en train de me dire qu'on va faire des deals avec Dwayne Wade ou Kawhi Leonard au Barça? Là, parce que c'est pas mal ce qu'on a fait avec Neymar au PSG. Michael Jordan sur un maillot de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, ça, je pense que je m'en remettrai jamais, mais peut-être qu'on va pouvoir justement remercier Neymar pour ce fait-là. Très rapidement, Jean, quand on regarde le portrait avec le championnat en Espagne qui débute, tu as le Barça qui court après Neymar, le Real peut-être aussi, mais qui est surtout en train de rebâtir sous Zinedine Zidane, l'Atlético qui a fait un paquet de changements. Ça va être fascinant à suivre, ce championnat-là cette année. Ça va être pas mal parce que chacun en soi serait un événement. On pourrait parler de chacun des trois en disant wow, ça va être l'histoire à suivre cette saison. Là, on a les trois en même temps. Effectivement, Barcelone, où ils vont? Parce que là, on parle essentiellement de Neymar. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable que ça laisse de côté l'arrivée de Griezmann. Qui aurait été quand même un élément dont on aurait beaucoup parlé. Et on en parlerait encore. Et on en parlerait encore. Bon, il y a pas mal de questions, parce qu'ils n'ont pas non plus... Oui, ils ont dominé la Liga l'année dernière, mais et ils ont été très bons en Ligue des Champions, sauf un match, d'accord? Où, juste ça. Juste. Mais pas le bon. Non, ça, c'était pas. Mais il y avait quand même des questions derrière, en particulier, oui, des questions sur la défense, auxquelles, pour l'instant, on n'a pas vraiment répondu. Le Real, on a beaucoup parlé, là aussi, on a beaucoup parlé de Zidane, on a beaucoup parlé de Bale, on a beaucoup parlé de Hazard. Ce qu'il y a derrière... On ne sait pas plus. Le projet... Alors, il y aura beaucoup de questions, là, parce que Zidane revient plus du tout dans les mêmes conditions qu'il y a 5 ans, quand il était arrivé après le départ de Benitez et puis marché sur l'eau pendant 3 ans. C'est plus du tout la même chose. Là, ça va être pas mal plus compliqué, je pense. Tu as à faire plus que juste mettre Cristiano Ronaldo dans les meilleures dispositions. Et puis alors, tu as l'Atleti, quand on voit que
toute la défense, qui était la base de l'équipe, est partie quasiment. Godin, Hernandez, Rodri, et qu'un ou deux joueurs, dont Griezmann, s'en vont, tu te dis, OK, là, c'est la fin de l'histoire, quoi. Et puis tu vois ce qu'ils vont chercher, c'est complètement malade. Exactement. C'est complètement malade. Mais, et puis ils rebondissent. Et là, alors, Joao Félix. Et là, je veux pas partir sur une discussion philosophique. On pourra peut-être se réserver ça pour les prochaines semaines. Mais c'est là où tu vois que l'ADN d'un club, quand tu sais exactement ce que tu cherches, quand tu sais exactement ce que tu es, ben, tu es capable d'accomplir des reconstructions impressionnantes dans un très court laps de temps. Et ce sera fascinant de voir donc ce que ça va donner au cours des prochaines semaines, des prochains mois, du côté de la Liga espagnole. Avant de lancer tous ces championnats-là, bon, ça a été fait en cours de route la semaine dernière avec la Premier League qui a débuté, mais Supercoupe d'Europe, Liverpool-Chelsea, avec une victoire au penalty de Liverpool, champion d'Europe. Logique respectée, Sydney? Au vu du match, peut-être pas. Je pense que Chelsea a agréablement surpris lorsqu'on met vis-à-vis la performance contre Manchester United. Mais peut-être que dans la grande narrative, la grande histoire, la logique est respectée. Je pense que c'est quand même ça reste toujours beau de voir Klopp courir et crier partout après une victoire de Liverpool. Mais sur la logique du match, je trouve que Chelsea a très bien fait. Et finalement, ce qui est fascinant dans le foot, on est arrivé à des conclusions quasiment définitives contre Manchester United. Et là, tout d'un coup, oh tiens, avec Giroud, Kanté, comme sur le terrain, c'est pas pareil, c'est pas un même club. Et au final, Pulisic aussi qui était titulaire. Et au final, moi, je pense que Chelsea, on les a très vite enterrés avec le 4-0. Mais c'est très intéressant ce que j'ai vu hier. Parlant de commentaires définitifs, qu'est-ce que tu as pensé, Jean, des propos de José Mourinho qui était sur le panel de Sky Sports pour critiquer, parce qu'au final, c'est ce qui est arrivé, les décisions de 11 de départ de son ancienne star à Chelsea, Frank Lampard, qui prenait charge d'un match de Premier League pour la première fois de sa carrière. Bon, il se fait rosser 4-0. Puis là, tu as Mourinho, celui qui arrêtait pas de dire que les panélistes peuvent pas comprendre. Des gars comme Paul Scholes à l'époque, ben, ils sont déconnectés parce qu'ils sont plus dans les tranchées puis ils se permettent de critiquer de loin. Bon, t'es pas très loin quand tu es dans les estrades quand même à Old Trafford, mais on comprend que c'est au sens figuré. Puis Mourinho s'en va faire exactement ça au premier match en disant qu'il n'y avait pas assez d'expérience dans le 11 de départ choisi par Frank Lampard. As-tu trouvé ça sévère? Je vais te permettre de répondre avant de te donner mon opinion à moi. Je vais être gentil dans un premier temps, je vais dire que c'est maladroit. Gentil. Ça penche vers... C'est malhonnête intellectuellement. Arrête-moi le maladroit. C'est toi qui l'as dit. Bon, c'est toi qui l'as c'est dit. parfait. On est d'accord. On dit la même chose, mais toi, tu ne le dis pas. Je te contredis. Non, j'ai trouvé ça... OK. Ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il sait très bien que le mandat que Frank Lampard a à Chelsea n'est pas le même que celui qu'il a eu, ni celui que Ancelotti a pu avoir, que Conte a pu avoir. Lampard, il est là pour ramener le club vers ce qu'il a pu être, assurer, disons, une certaine continuité et des résultats en disant actuellement, ce qu'on peut viser, c'est une place en Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'on puisse viser tellement plus haut et éventuellement un trophée l'année dernière, la Ligue Europa. À mon avis, c'est dans le rang de ce que Chelsea peut faire en ce moment. Mourinho, quand il est arrivé, et les deux fois, le mandat, c'était des titres. Exact. À n'importe quel prix. C'était des titres. Et donc, il pouvait recruter ce qu'il voulait, parce que là, et puis c'est pas privé. Et l'idée, c'était, à la fin de la saison, dans 10 mois, je veux un titre au bout. C'est pas du tout celui de Lampard. Lampard, au contraire, on va lui demander de travailler sur la durée et d'intégrer, ce qui n'a jamais été fait, parce qu'on en a beaucoup parlé quand même, d'intégrer le plus possible des jeunes au système. Ceux qui étaient toujours partis en prêt un peu partout sur la planète. Les 40 prêts qu'il y a un peu partout, c'est ça exactement. Moi, ce que je trouve décevant avec José Mourinho, c'est que tu as tellement à nous apporter dans un match comme celui-là, le premier
de la saison en Premier League. Explique-nous ce que Frank Lampard va vivre dans la prochaine semaine. Explique-nous comment tu te sens comme entraîneur de Chelsea quand tu vas te faire rosser à quelque part. C'est sûr que Mourinho ne sera jamais capable de se rappeler d'un moment où il a connu une mauvaise rencontre à la barre d'une équipe, je présume. Mais explique-nous ça plutôt que d'envoyer un de tes anciens joueurs qui a fait, toi, je le répète, une légende à Chelsea en dessous de l'autobus, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue avec ce match-là. Avant de passer à notre segment à domicile, Sydney, peut-être un petit mot sur cette rencontre-là, pas pour ce qui s'est passé sur le terrain en termes d'effectifs, mais plutôt d'arbitrage. Stéphanie Frappard, qui a été la première femme à prendre en charge un match chez les hommes qu'on peut qualifier de majeur. C'est quand même un pas important qui est pris, et que ce soit dans la foulée de la Coupe du monde des femmes, je trouve que le timing est impeccable. Parfait, un timing parfait. Je pense même qu'elle a quasiment volé la vedette au match, Stéphanie Frappard, donc l'arbitre française, qui connaît une ascension vraiment fulgurante, c'est qu'à le dire. Son premier match chez les hommes date de cette année, en avril dernier, puis enchaîne sur la Coupe du monde, et puis la finale de Supercoupe. Très bien fait, une super finale. Je trouve que extrêmement bien maîtrisé dans la communication, même dans le style. Personnellement, je préfère lorsqu'on laisse jouer, je préfère quand on donne la primeur à ceux qui veulent vraiment gagner un ballon versus ceux qui absorbent les contacts et tombent tout le temps. Donc le match n'était pas haché malgré l'enjeu. Et j'ai aussi apprécié, parce que j'ai vu quelques interventions de joueurs, notamment Mané, et Van Dijk, qui disaient le genre ne fait aucune différence. Si elle est là, c'est parce qu'elle est très compétente. On apprécie beaucoup sa présence. Et Klopp aussi. Je pense que j'ai vu que la conférence de presse de Liverpool, en fait. Ouais, c'est ça. mais qui avait des commentaires avec un positifs. trophée au bout des bras, t'es toujours un peu plus positif que l'autre. Non, c'était avant. Ah, okay, c'était quand même avant, donc à leur décharge. Mais je pense que oui, c'est bien, c'est un beau message. Avant, tu veux pas te mettre l'arbitre à dos non plus. Les arbitres lisent Twitter ou regardent les articles aussi. Il y a une question de respect maintenant. Oui, non, mais on fait des blagues, mais c'est... On est quand même en 2019 et que finalement, c'est rentré quasiment dans les mœurs. Dans les mœurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que, à la fin des années 90, l'expérience a été tentée ici. Rappelle-toi que la première femme à arbitrer un match pro, Sonia Denoncourt. c'est Sonia Denoncourt. Ça s'était pas très bien passé. Pas pour elle au niveau de l'arbitrage, mais de la réaction et dans le relationnel avec les joueurs. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Non. Heureusement, on n'en est plus là. Alors, ça a pris beaucoup de temps, mais ouais, il était temps d'y arriver. Mais effectivement, ça tombe bien, effectivement, parce que là, il y a une sensibilisation qui est faite, et là, les joueurs commencent à se dire OK. Faut que je réfléchisse un peu, faut que j'arrête aujourd'hui, cette capacité aussi à se détacher du genre, par exemple, je pense qu'au bout de 5 minutes, il y a une main dans la surface, elle peut aller au VAR, elle n'y va pas. Mais la réflexion aurait pu être genre comme voilà, puisque c'est une femme, elle prend cette décision. Non, n'importe quel arbitre, parfois ils y vont, parfois ils y vont pas. C'est sa décision, passons à autre chose. Et je crois que là où il y a une espèce de maturité intéressante là en ce moment dans le monde du foot, c'est d'arriver à juger de la personne au-delà de son genre, et simplement de dire cet arbitre-là a-t-il pris une décision avec laquelle je suis à l'aise ou pas. Et ça, c'est un vrai progrès. Je pense que le timing est très bon, Olivier, comme tu le rappelles, d'après la Coupe du monde féminine, après justement la qualité du football qu'on a pu voir en France. Les commentaires de Rapinoe. Exactement. Qu'à ce moment-ci, le timing est parfait. Finalement, ce serait passé peut-être inaperçu si au premier tour de Ligue des Champions, en septembre prochain, on aurait eu un trio arbitral féminin. Mais cette fois-ci, on a pu vraiment les mettre sur la map, si on peut dire ça. Et c'est salutaire de la part de l'UEFA. Bon, après tous ces beaux commentaires sur l'arbitrage, on salue ce qui s'est fait lors de la Supercoupe d'Europe. Sydney, je vais te poser la question sur l'arbitrage en demi-finale du championnat canadien. L'Impact de Montréal qui s'est qualifié pour la grande finale en battant le Cavalry mercredi soir 1-0. As-tu les mêmes sentiments? Est-ce que tu as autant d'enthousiasme pour parler de l'arbitrage dans cette compétition-là? Non, j'en ai pas autant. Mais au-delà même de la compétition, surtout sur les matchs de l'Impact de Montréal, c'est assez quand même difficile de plus en plus de suivre les commentaires sur l'arbitrage. J'ai peut-être besoin de me plonger dans d'autres communautés en MLS, parce que j'ai
vraiment l'impression qu'à l'Impact de Montréal, sont le premier venu au parking, c'est lui à qui on a donné le sifflet. Et ça fait qu'on est quand même assez teinté dans toutes les décisions, toutes les micro-décisions, toutes les non-décisions aussi, de juger sévèrement l'arbitrage. Et je crois que peut-être que oui, effectivement, il y a des manquements, mais je pense qu'on a instauré une vraie culture de l'incompétence du corps arbitral en MLS, ou en tout cas vers les matchs d'Impact de Montréal. Et moi-même, j'ai l'impression que suis-je trop teinté de ça? Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est faire la différence entre juger un ou des arbitres et juger l'arbitrage dans son ensemble. Parce que c'est comme dire l'Impact de Montréal n'est pas bon. Ah non, mais tu as des matchs où Evan Bush va être phénoménal, alors que les 10 en avant de lui, eux, n'ont pas été bons. Donc, le collectif versus les individus qu'ils forment, je pense que c'est là où il faut se poser des questions. Puis moi, sur les 2 matchs que j'ai vus, ce qui me déçoit, c'est le fait que l'arbitre est toujours là à discuter, toujours là. Tu disais tout à l'heure, laisser le jeu suivre son cours. La quantité de conversations qu'on semble avoir, puis des conversations avec une intensité qui n'a pas sa place dans son match, dans un match où il n'y a rien. Tout se passe bien, puis on semble avoir peur de perdre le contrôle. Donc là, on serre la vis encore plus. Là, c'est une question d'autorité complètement. Et c'est là où je pense que peut-être qu'en championnat canadien, par exemple, des arbitres qui ont moins d'expérience sur une base régulière, je ne dis pas moins d'expérience en carrière, ni même moins de potentiel pour ce qui s'en vient au cours des prochaines années, mais quand tu n'es pas habitué d'être dans les tranchées avec des LAFC contre LA Galaxy ou le DC United puis Wayne Rooney contre Orlando dans un match où il fait hyper chaud, les gars sont fatigués, les tacles commencent à revoler d'un bord et de l'autre, ben c'est là où tu essaies d'installer d'empreindre le match de ton autorité. Oui. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est le contraire. Et c'est le contraire, totalement, oui. Totalement, parce qu'au départ, et dans les conditions exactement que tu décris là et qu'on a pu voir, qu'est-ce qu'il faut? C'est un arbitre qui, je dirais, c'est un endroit, c'est une compétition où le relationnel arbitre-joueur devrait se créer. Ben oui. Devrait, et c'est des équipes qui là, se connaissent pas. Salut, OK, on va faire comme ça. Vraiment, la place à la discussion. Bon, voilà, aujourd'hui, OK, on va laisser un petit peu. Je vais pas siffler comme ça. Il y a une discussion qui existe en général avant les matchs, au moins avec les capitaines. Et je pense que c'est à cet endroit-là que le relationnel doit être créé, que la relation de confiance doit commencer. Parlant de relationnel, il y a un petit peu de relationnel qui a été brisé au cours de la dernière semaine, Sydney, avec le départ d'Omar Brownie, qui est retourné au Panama, et un transfert un peu plus surprise, lui, de Zakaria Diallo, qui a quitté pour le Racing Club de Lens. Ça, c'est un transfert, on présume, en retour d'argent, parce qu'on a dit que c'était le 3e de l'histoire du club, après celui de Balou au Barça l'année passée et d'Alejandro Silva à Olympia plus tôt cette année. Question bien simple, est-ce qu'on a besoin de remplacer Diallo d'ici la fin de la saison? Est-ce qu'on a besoin d'un autre défenseur central? Tu en as 4 en ce moment. Tu as Cabrera qui est blessé, oui. Tu as Yao qui a très peu d'expérience, Camacho et Raitala qui étaient les 2 défenseurs centraux hier à Calgary. Réponse simple, oui, parce qu'on joue vraiment avec le feu de compter exclusivement sur Raitala et Camacho, parce que du côté de Cabrera, je pense que sa blessure est un peu plus grave que ce qu'on communique. Et fait que là, tu vas recruter quelqu'un. C'est la réponse simple, c'est oui. Maintenant, la réponse compliquée, c'est qui on peut recruter d'ici le 30 août, qui correspond à qui pourrait effectivement aider l'Impact dans le dernier tiers du championnat. Je pense pas qu'il y a grand monde sur... parce qu'il faut quand même rappeler... Mais rendu au 30 août, il va te rester 6 matchs de championnat. Et il suffit d'une suspension ou comme même d'une petite blessure. Tiens, je t'envoie une curveball. Bakary Sagnan en défense centrale. Ouais. On patcherait. Je pense que c'est lui Moi, qui c'est serait mon feeling en ce moment, parce que je comprends. S'il restait une demi-saison, si on était, mettons, le 1er juillet, là, moi, c'est clair qu'il faut que tu cherches. Mais là, à ce stade-ci, tu vas rentrer un gars que tu es obligé de faire jouer. Oui, quasiment. Mais c'est vrai que Sagnan, j'ai pas pensé, mais quand il réfléchit, Raitala, c'est un peu son parcours. Corrales, à la limite. Tout à fait. Imagine si lui, tu le fais passer en défense centrale.
Là, c'est sûr que, comme tu le dis, là, ça va être du rapiessage, mais à la base, est-ce que Raitala en défense centrale, c'était pas du rapiessage? Ça en est certain. Puis, mais c'est un équilibre qui est extrêmement fragile. Je pense que d'ailleurs, les deux ont bien fait contre une opposition moindre, mais il suffit d'un moindre pépin pour que tout d'un coup, on se dise l'effectif est très, très, très fin à cette position. Oui, mais tiens, on va spinner ça dans l'autre sens. Est-ce que l'effectif, c'est sûr qu'en nombre, là, tu as perdu. Diallo a quitté. Mais est-ce qu'en solidité, tu n'as pas gagné? En esprit de corps, moi, j'ai vu un match à Calgary en championnat canadien où la défense, bon, c'était peut-être pas la plus affûtée. En face, c'était pas l'opposition la plus imposante non plus. Mais tu avais une défense qui avait le goût de défendre. Puis moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. À part rentrer quelqu'un, parce que là, donc tu as exactement 15 jours pour trouver quelqu'un, à part rentrer quelqu'un qui arriverait, et ça veut dire donc une expérience monumentale, ça veut dire combien, quelqu'un qui soit capable de rentrer quasiment dans un 11 de départ, dans le fond, et de créer tu dis qu'il faut trouver Rod Fanny. Un relation. Non, mais parce que c'était ce qu'on avait fait. Oui, mais ça te coûte 1,2 million, Rod Fanny. Donc et c'est là que je dis non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Vis avec ce que tu as pour la fin de saison. Et Bakary Sagna en défense centrale en play-off, les gars. Il a le métier. Il a le métier pour ça. Il a l'intelligence pour ça. Il a déjà c'est ça. Il a déjà un backup à sa position naturelle. Et avec le vécu qu'il a, je pense que c'est un joueur qui pourrait glisser facilement, vraiment facilement. Je vous ai posé la question souvent au cours des dernières semaines, des derniers mois. Là, à quel point ça presse Rémi Garde et la confirmation de sa présence pour la saison prochaine? Parce que moi, j'ai vraiment le feeling que ça affecte certainement sa psychologie à lui, parce qu'à un moment donné, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, si tu ne sais pas ce qui s'en vient dans les prochains mois, ben, tu essaies de faire ton travail quotidien, mais tu penses aussi à ce qui s'en vient l'année prochaine. Encore plus quand toi, tu as à motiver des troupes qui, elles non plus, ne savent pas si tu vas être là avec eux l'an prochain ou non. Là, sachant, et la question n'a pas été posée à Rémi Garde cette semaine pour avoir la confirmation, mais de ce que je comprends, il y avait une année d'option au contrat de Rémi Garde qui avait 2 ans plus une année d'option. On est dans la dernière des 2 années et l'année d'option serait plus sur la table maintenant parce que c'était une option qu'on pouvait exercer au mois de mai ou jusqu'au mois de mai. Puis après ça, ben, c'était plus disponible comme clause dans le contrat. On recommence à zéro. Là, j'extrapole parce que j'essaie de comprendre pourquoi on avait fait ça au départ. Je présume que c'est Rémi Garde qui voulait se protéger à l'époque en disant si vous n'êtes pas prêt à vous engager tout de suite pour 2020 au mois de mai 2019, ben moi, je vais me libérer puis je vais me permettre de regarder ailleurs ou de considérer les offres pour le mois de janvier au minimum. Est-ce que c'est inquiétant pour vous, cette situation-là? De voir que l'Impact a, je présume, voulu sauver de l'argent parce que ce que tu veux faire, c'est prolonger sur 2 ou 3 ans en payant moins que ce que tu aurais payé dans ton année d'option, qui est là plus que ce que tu le payes en ce moment. Est-ce que c'est un flou inquiétant pour toi, Sylvain? Non, c'est pas un flou inquiétant. Sachant que Rémi Garde peut dire à partir de maintenant, là, il n'y a plus d'options. Ça veut dire que lui, il dit ciao, bye, je m'en vais. Vous me donnez pas ce que je veux, je dégage. C'est sûr. Et puis, genre, comme pour rebondir sur quand on parle d'incertitude, au niveau de Sakara Diallo, 33 ans, père de famille, il veut de la sécurité. Il a pris cette décision pour lui d'aller au Racing Club de Lens. Mais en même temps, il y a un moment dans son processus où il se retourne vers Rémi Garde et dit toi, à quoi ça ressemble? Est-ce que tu es encore là? Tu es quand même celui qui m'a fait venir. Et lui, il dit je sais pas. Ok, c'est beau. Donc à ce moment-là, comme c'est vrai que ça affecte les joueurs même s'ils sont des joueurs professionnels, ils sont tous comme entre guillemets des mini-entreprises et qui prennent leurs décisions pour eux, ça reste que c'est un facteur de décision quand même de la situation de Rémi Garde. Maintenant, moi, ce qui, par exemple, me dérange, c'est que de ne pas avoir annoncé un renouvellement, d'être en cette situation actuelle, fait en sorte que on a l'impression que selon les résultats, c'est ça qui va déterminer le renouvellement du contrat de Rémi Garde. Et ça, personnellement, je trouve que c'est complètement hors sujet. Je pense que il doit être celui qui incarne le foot d'un point de vue technique à Montréal et on doit tout simplement le reconduire pour envoyer un message clair que Rémi Garde c'est notre homme fort et c'est sur lui qu'on compte sur les prochaines années. Là, selon peut-être une victoire contre Toronto en finale ou une défaite, quel que soit le timing de l'annonce, je pense que ce sera peut-être
pas aussi marquant que ça l'aurait été si la décision s'était faite plus tôt. Et je peux même faire un parallèle avec Samuel Piette, dans le même sens que j'aurais aimé, moi, comme que tout très rapidement, qu'on ne soit même pas dans cette situation de discussion, il a demandé 400, est-ce que nous on peut donner 300 et tout. Non, Samuel Piette, là, c'est notre futur, c'est la phase du football québécois. Voilà, en grande pompe, venez les médias, 15 juillet, on vous annonce que Samuel Piette, on va avec lui pendant 3 ans. Et non qu'il arrive comme n'importe qui en fin de contrat en décembre et qu'à un moment donné, on reçoit un petit communiqué de presse pour nous dire Samuel Piette sera avec nous encore ou pas. Donc personnellement, je trouve que c'est surtout ça qui me dérange. Inquiétant, je pense que Rémi Garde fera sa job parfaitement jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est des occasions manquées, et ça, c'est comme l'impact est assez récurrent dans ce type d'occasions manquées. À la décharge de Kevin Gilmour, il a quand même dit, j'ai eu l'occasion de lui parler à la radio dernièrement à quelques reprises, et il avait dit notre façon d'opérer doit être à l'abri des résultats, qu'ils soient bons ou moins bons. Il faut qu'on ait la vision de savoir ce qu'on veut, où on s'en va et d'agir en conséquence. Donc, ce serait dangereux d'y aller, comme tu le dis, Sid, avec les résultats, parce que là, tu veux sauver un peu d'argent, c'est compréhensible. Moi, à l'arrivée de Kevin Gilmour, je m'étais dit, il va arriver au mois de juillet 2019, il va avoir des décisions à prendre pour Rémi Garde, il va regarder son fichier Excel puis dire « Wow! Nous, on paye 11 millions par année et voici le poste budgétaire des entraîneurs. Il faut revoir ça. » Et ça, c'est tout à fait responsable de sa part. Ceci dit, Jean, tu fais les playoffs, et tu gagnes le championnat canadien. Tu vas en sauver comment de l'argent? C'est certain. Parce que là, Rémi Garde va être en position de force. Ben, bien sûr. Bien sûr. Fait que là, ça presse. Voilà. Bon. Non, mais je suis entièrement d'accord avec Sidney. J'ai beaucoup aimé son exemple avec Diallo, parce que c'est vrai que, encore une fois, le message que tu envoies à l'extérieur, c'est... Mais Zachary Brault-Guillard, pense à Zachary Brault-Guillard. Voilà. Mais juste au moment, Olivier, où on vient de parler d'un possible... Bon, on mettait dans la balance un possible recrutement pour d'urgence, ou en tout cas pour une période très précise dans l'évolution de l'équipe et de la saison. C'est certain que tu donnes pas des certitudes et tu ne donnes pas l'impression d'être très très solide. C'est vrai, sauf qu'à l'inverse, tu as fait un ménage qui est tout à fait à l'image de Rémi Garde. Oui. Novilo est parti. Tu as Brownie qui a quitté. Zakaria Diallo, bon, je comprends qu'il y a une opportunité d'affaires ou de carrière, comme Sid le disait tout à l'heure, mais tu sentais pas que c'était un rock puis c'était la personnalité qu'on attendait à Montréal non plus. Je pense qu'il y a une grosse part de déception en termes de leadership. Je pense de manque peut-être. Puis je pense que Diallo était pas le plus heureux du monde dans la situation actuelle. Et là qu'on le laisse partir, moi je pense pas que Rémi Garde était contre. Il se serait battu bec et ongle pour garder un gars comme Diallo. Donc on peut le voir comme un futur qui est incertain. Donc recruter ou attirer des gens avec un projet clair, c'est pas super facile, mais on est quand même en train de faire de la place pour faire ça en faisant un certain ménage, Sid? Oui, effectivement. C'est vrai que c'est cohérent. On parlait beaucoup d'attitude, d'intensité, de caractère, et que ces joueurs-là étaient souvent pointés du doigt pour ça, pour leur manque d'eux. Mais en même temps, je pense pas nécessairement que ça veuille dire quoi que ce soit par rapport au renouvellement éventuel de Garde. On va quand même pas cacher que ce sont tous des joueurs qui sont arrivés sous le règne de Garde. Donc à un moment donné, Garde a dit oui à ces joueurs-là, quel que soit le moment du processus auquel il dit oui. Ça, il faut faire attention par contre, parce que tu dis oui, mais tu avais quoi d'autre comme alternative? C'est vrai. Mais si Rémi Garde a personne ou moi à mettre dans un 18, puis il y a juste 14 gars dans son 18, ça se pourrait qu'ils disent oui. Ça veut pas dire que c'est une bonne décision. C'est sûr. Mais je pense pas nécessairement que ça en dise tant que ça finalement sur l'avenir de Rémi Garde. Je pense que sportivement, oui, ces joueurs-là n'étaient peut-être plus vraiment concernés par l'impact de Montréal, et donc c'est une bonne décision à ce moment-là. Mais par rapport à Rémi Garde, je pense pas que ça change quoi que ce soit. Très hâte de voir. Moi, ce que je pense qui change quelque chose, c'est l'arrivée d'un directeur sportif. Et c'est peut-être ça qui fait traîner. Mais on va retomber dessus une autre semaine, Jean, parce qu'on n'a pas le temps, puis il faut s'en aller vers les sujets chauds et les questions qui nous ont été posées. Mais mon feeling, c'est qu'on attend peut-être d'avoir un peu de clarté en ce qui concerne le directeur sportif pour prendre une décision sur Rémi Garde. Et ça, je ne demanderai pas votre opinion, mais ça, moi,
ça m'inquiète. Parce que cette personne-là, ça va être qui? À quel point elle connaît Rémi Garde? À quel point elle connaît la MLS? C'est le dossier, oui, Oh voilà, c'est ça. boy, ça, c'est des questions auxquelles j'ai bien hâte de voir comment on pourra y répondre. Monsieur Foot nous demande quelle équipe de Premier League vous semble la mieux armée pour la saison à venir? La mieux armée à Manchester City, de tous les postes doublés avec genre, peut-être que le 11, je pense que Mourinho disait ça, le 11 de B de Manchester City finirait 4e de la Première Ligue. C'est assez incroyable à quel point le talent de cette équipe-là, qui au final n'a même pas tant bougé par rapport à l'an passé, mais c'est encore renforcé. Donc je pense que Manchester City est véritablement l'équipe qui est la mieux armée. Le 11B de Manchester City termine 2e derrière Manchester City. Sûrement même. Non, ils sont, oui, ils sont armés. Il y a une adéquation entre, tu vois, il y avait des questions sur Guardiola. Est-ce que là, on va pas commencer à sentir un peu l'usure Honnêtement, je crois qu'ils sont pas mal en phase avec le système de jeu et puis avec ce qu'ils cherchent. Au fil des ans, Jean, on se cherche juste des questions de douter de Pep Guardiola. C'est rendu un sport national à tous les endroits où Guardiola se déplace parce qu'on se dit ça se peut pas. Il n'est pas capable de refaire la même chose. Il n'est pas capable de rebâtir ou de reconduire un titre. Puis pourtant, c'est ce que Guardiola fait. Ouais, et on va chercher la petite bête. On va dire, ouais, mais là, regarde, au Bayern, en Europe, ça n'a pas bien été. C'est ça, le 9e gardien qu'il avait choisi, il n'a pas été super performant dans son 3e club en prêt. Exactement. Grosse déception. Puis, mais ça, tu vois que les projets avancent quand même continuellement. C'est ça qui est impressionnant avec lui. Puis ce que je retiens, Sid, de ton commentaire, c'est que tu peux toujours compter sur José Mourinho pour débarquer dans une ville à Manchester United pour encenser Manchester City quand c'est un ancien coach de Manchester United. Tout pour foutre le bordel à Manchester. Il est Merci, pas libre, José. José. Oui, il est libre, puis il y a une raison pour laquelle il est libre. On y va avec la question de Francis Casimiro maintenant qui demande est-ce que Frank Lampard a été promu en Premiership trop tôt? Jean? Je crois que c'est arrivé, la coïncidence Lampard-Chelsea. Est-ce que c'est trop tôt? Je pense qu'il est mis dans le... Il faut débuter à un moment où il a passé une saison à Derby l'année dernière où il y avait déjà un gros projet, il ne faut pas l'oublier. Il y avait un projet qui était de remonter en Première Ligue avec des gros moyens parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les clubs de deuxième division, les clubs de Championship ont des moyens maintenant qui sont au-dessus de... on l'a dit, c'est quoi la 4e ligue la plus riche au monde. Donc il a déjà eu quand même quelque chose d'assez lourd à gérer. Une grosse saison, il ne faut pas l'oublier non plus que la saison de Championship est énorme. C'est 46 matchs de championnat, 46. C'est gigantesque. Plus des coupes où les clubs commencent 2 tours avant les équipes de Premier League. Donc, ce sont des grosses saisons. C'est pas très glamour. C'est vraiment tu vas au mastic tous les jours. Donc, je pense que, et même une seule saison là, pour que ça dégrossit quand même quelqu'un. Et puis, il vient pas non plus de zéro. Donc, je pense que c'était un pari à apprendre et que l'adéquation Chelsea-Frank Lampard et Abramovich derrière tombait bien pour lui. Non, je pense que c'était un pari intéressant à faire. Et c'est aussi le profil. C'est comme Steven Gerrard. Ces gars-là sont sur en bon français, une fast track en raison de la carrière qu'ils ont eue. Et puis c'est des gars qui vont être jetés dans le bain plus rapidement que les autres. Oui, tout à fait. Comme Zidane l'a été, comme Thierry Henry avec une autre trajectoire. Mais c'est vrai que moi, j'étais peut-être un peu comme Francis, peut-être surpris, je pensais peut-être un peu trop tôt, mais en même temps, c'est pas nécessairement que ce soit trop tôt, c'est quel est le degré de patience d'Abramovich par rapport à Frank Lampard, parce que comme moi, dimanche passé, je regarde le match, je me dis, il prend 4-0, c'est pas normal, genre, qu'est-ce qu'il fait là, entre guillemets. Puis il y a le 2-2, je fais, oh, waouh, qu'est-ce que Chelsea joue bien, même quasiment aussi bien que, peut-être même mieux que sous Sarri. Et donc, à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'il y ait une approche bipolaire sur Frank Lampard, qu'il laisse travailler. Et au contraire, cette année-là, justement, avec le transfert ban, comme l'expression me manque en français, mais c'est une bonne, entre guillemets, excuse pour travailler sereinement et après ça, mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place avec les joueurs et les profils qu'il veut. Reste une petite minute pour répondre à la question de Michael Forcier qui nous demande est-ce qu'on peut évaluer le niveau
de la Canadian Premier League sur l'échantillon qu'on a vu contre des matchs, contre des clubs de MLS. Il y a eu 6 matchs au total avec les rencontres de championnat canadien. Je pense pas que sur cet échantillon-là, on peut tirer des conclusions définitives parce que 6 matchs, c'est très peu. La Canadian Premier League a quelques semaines, bon, quelques mois, là, mais quelques semaines d'existence seulement. Par contre, on ne peut pas dire que c'est un échec, Sid. Non, du tout. Je pense que pour tout le monde, le niveau de jeu affiché par toutes ces équipes-là qui ont 8 mois maximum... C'était plus que respectable dans ces matchs de coupe. Plus qu'attendu. Beaucoup plus qu'attendu, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'on peut... c'est ce qu'on fait à chaque Coupe du Monde. Hein. Il y a des équipes qu'on voit jouer une fois tous les 4 ans et on juge le niveau de leur football. Mais après ça, jouer de semaine en semaine... Mais c'est ça. Donc si on veut une véritable évaluation, effectivement, il faut les voir de semaine en semaine. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, il y aura des objectifs qu'il faudra leur donner au niveau du championnat canadien. Là, il y a quand même 2 équipes de MLS qui sont en finale du championnat canadien. L'an prochain, il faudra qu'ils bousculent un peu cette hiérarchie. Mais moi, j'étais grandement impressionné par le niveau de jeu de la CPL. C'est très, très impressionnant. En aparté, il y a 2 équipes de MLS en finale, mais parce qu'il y en a une qui a un bail jusqu'en demi-finale. C'est la Coupe du Monde des clubs, ce truc. Attends. C'est vrai. Non, attends. Non, faudrait tu t'étais pas fâché encore, Jean, aujourd'hui. Fait que c'est correct. T'as le droit. Non, j'allais amener le sujet de la Champions Cup sur le tapis. Non, ça va être... Là, je me serais fâché un non, petit peu. ça va être pour un autre moment parce que si tu veux te fâcher, tu as le droit de te fâcher une dernière fois sur le terrain à Calgary parce que ça, c'était pas bon. Y a-tu moyen de couper le gazon, s'il vous plaît? Ça n'a pas d'allure. Tiens. Mais je pense que le respect de la Ligue va aussi venir par rapport à ça lorsque le premier tour sera un peu plus équitable pour toutes les équipes qui sont en lice. Open avec tout le monde, une vraie compétition. C'est vrai que, honnêtement, ce qui se fait aux États-Unis avec l'Open Cup, je trouve que c'est très très bien. C'est une compétition qui est relativement récente et qui est rentrée, qui s'est installée dans le paysage du foot américain et où on voit régulièrement des surprises, où on voit un engouement derrière des équipes de moindre calibre, de moins d'envergure. Mais qui ont des bons parcours. Et qui font des bons parcours. Il y a toujours quelque chose. Et bon, c'est vrai que, parce que tu ratisses très très large, hein, mais je trouve que c'est très très bonne idée. La Coupe des voyageurs a ce potentiel-là. Elle a ce potentiel-là, c'est exactement ce que je dis. Ouais, c'est qu'il faut aller vers ça. Messieurs, merci. Toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Posez-nous vos questions tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF. Visitez notre contenu sur le rds.ca/balado-diffusion et sur les applications RDS et iHeartRadio.